Aujourd'hui, on va parler de la migration. Qu'est-ce que c'est que cette migration-là? Bien, ce sont des déplacements réguliers avec un aller-retour d'un endroit à un autre. Ça comporte donc toutes sortes de déplacements. Il y a des déplacements qui sont courts, des déplacements qui sont longs, mais la plupart du temps, on applique la migration à des déplacements qui sont plutôt longs. Les plus connus, évidemment, ce sont les migrations des oiseaux, mais il y a passablement d'autres sortes de migrations. Par exemple, il y a un petit ver dans l'Atlantique qui s'accouple uniquement lors des grandes marées d'automne. Alors, tous les individus réussissent à partir de n'importe quel coin de l'Atlantique et se rendre à un même endroit pour l'accouplement. Une autre migration, évidemment, qui est très connue, c'est la migration des monarques. Il y a encore des migrations, il y a encore des monarques qui se promènent actuellement pour s'en aller vers le sud. Habituellement, c'est un aller avec une deuxième génération qui fait le retour. Et quand on arrive dans le sud de la Californie ou au Mexique, il y a des millions de monarques qui sont suspendus aux arbres. Ils vont partir vers 8-9 heures le matin, aller s'alimenter localement, puis revenir le soir dans ces arbres-là, en s'agglutinant littéralement les uns contre les autres. Et c'est la deuxième génération qui va revenir vers le Québec. Alors donc, il y a des accouplements, puis il y a des éclosions là-bas, puis ils reviennent ici, puis ils font la même chose, puis ils repartent. Mais la migration qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la migration des oiseaux. Les déplacements locaux, qui sont des petites migrations ou courtes, ce sont des migrations plutôt alimentaires. Par exemple, les bernaches ou les oies vont passer la nuit sur l'eau, sont plus en sécurité. Et vers 5-6 heures le matin, quand on est proche d'un grand déploiement de bernaches ou d'oies, par exemple le long du fleuve, bien, ils vont s'envoler puis partir dans différentes directions pour aller vers des zones d'alimentation pour manger des graines. Mais ils ne sont pas les seuls à faire ça. Il y a aussi tous les carouges qui font ça, les corneilles font ça, même l'hiver, les quiscales, les étourneaux. La plupart de ces oiseaux-là s'en vont vers le sud, mais ici, on va voir des fois 20 à 100 000 oiseaux dans certains dortoirs, puis ils partent le matin, puis ils reviennent le soir, puis ça va durer 2, 3, 4 semaines. Mais aux États-Unis, ce sont 1 à 5 millions d'individus qui se ramassent ensemble. Évidemment, ça fait des dommages aux récoltes, c'est important de s'en rendre compte, mais quand même, les oiseaux se regroupent en immense quantité aux États-Unis en dortoir. Absolument, les oiseaux qui reviennent en dortoir comme ça reviennent plus ou moins 1 heure avant le coucher du soleil. Par exemple, à Granby, il y a des corneilles qui se regroupent comme ça pendant l'automne. Et le matin, ils vont vers le nord, l'ouest et le sud. Pourquoi pas vers l'est? Parce que vers l'est, il n'y a pas de culture vraiment, c'est des forêts, c'est vers l'Estrie, par exemple. Mais dans les autres directions, ils vont s'alimenter, puis ils reviennent le soir, puis ça fait du tapage dans les dortoirs, puis après ça, ils dorment pour la nuit. Il y a d'autres migrations particulières qui sont simplement pour contrer le froid, entre autres. Les colibris dans les rocheuses, même jusqu'au Mexique en particulier, vont s'alimenter, butiner dans les fleurs toute la journée. Et le soir, tous les soirs, ils redescendent dans les vallées pour être dans un endroit plus chaud. Et en plus, évidemment, comme les colibris sont connus pour ça aussi, ils vont abaisser leur température pour passer la nuit sans perte d'énergie. Le matin, ils remontent leur température et ils remontent aussi dans les montagnes pour aller butiner en hauteur. Ils font ça tous les jours. Ce sont des petites migrations, mais c'est des migrations quand même. Il y a d'autres migrations qui sont moins connues, on n'en parlera pas beaucoup non plus, mais ce sont des migrations est-ouest qu'on trouve par exemple dans les tropiques. Il y a des oiseaux comme ça qui vont se déplacer. Là-bas, évidemment, il y a seulement que 2 saisons. Les saisons des pluies, les saisons sèches. Puis il y a des déplacements comme ça entre les régions sèches et humides dans les tropiques, mais c'est pas aussi connu que les migrations nord-sud de la plupart des espèces. Il y a aussi des migrations qu'on appelle exploratoires. Les jeunes, après maturité, vont irradier vers des nouveaux territoires pour explorer, pour éventuellement aller chercher des nouvelles aires d'alimentation pour des générations futures. Ce qui fait qu'on va trouver des endroits, des jeunes, par exemple, à des endroits où on ne s'attendrait pas à les voir normalement. Il y a aussi des montées graduelles vers le nord de certaines espèces, mais ce n'est pas des migrations comme telles avec un aller-retour. Ce sont des expansions d'air. Les espèces montent de plus en plus vers le nord parce que, disons, le climat change, ou encore la nourriture est accessible, ou encore il y a plus de mangeoires. Les cardinales rouges ont fait ça. Dans les années 60, il y avait très très peu d'individus, à peine quelques-uns, à la frontière seulement entre le Québec et les États-Unis. C'est un oiseau qui était plus au sud. Et actuellement, là, c'est rendu qu'on rencontre cet oiseau-là jusqu'au moins dans la ville de Québec et plus au nord. Donc, ils ont migré graduellement vers le nord, mais ils se sont installés parce que c'est un oiseau qui est sédentaire, il va rester à la même place toute l'année et il va plus redescendre vers le sud dans ce cas-là. Une autre espèce qui est particulièrement intéressante, c'est le turban à tête rouge. En 1975, il y en avait 0 au Québec. À partir de 1978,
il y a eu une montée graduelle. On a commencé par en voir surtout dans la région de Hull et dans la région de l'Estrie. Et graduellement, ils se sont installés dans le Québec. Maintenant, ils sont rendus jusque même dans le Bas-Saint-Laurent. Le ruban à tête rouge qui est arrivé en 78, puis maintenant il est rendu au Bas-Saint-Laurent. La migration, c'est aussi une question de connaissance des oiseaux. Plus il y a d'observateurs d'oiseaux, plus on peut observer des phénomènes, même si les migrations sont connues depuis très longtemps, comme par exemple la tourte qui voyageait en millions d'individus. On les a chassés. En 1914, il restait un seul individu au monde dans un musée, dans un zoo à Cincinnati, puis il est mort. Tout le monde savait qu'il y avait de la migration importante parce que les oiseaux se déplacent en grand nombre. Les passereaux, on les voit moins passer. Il y a des rassemblements, effectivement, au printemps et à l'automne, mais c'est beaucoup moins évident que, disons, les migrations d'oiseaux qui se déplacent en grand nombre, comme, disons, les oies. Ces changements-là de migration ont été observés, évidemment, parce qu'il y a de plus en plus d'observateurs qui observent les oiseaux. Par contre, il y a aussi beaucoup moins d'oiseaux qu'avant. Maintenant, quels sont les oiseaux qui migrent comme tels? Bien, ça varie selon les familles, ça varie selon les espèces, et ça varie aussi entre les espèces dans une même famille. Actuellement, on a fait des atlas de répartition des oiseaux en nidification, en hivernage, en migration, et ça nous permet de savoir si les oiseaux gardent les mêmes aires de répartition ou non. Il y a beaucoup d'espèces qui ont augmenté leur aire de nidification. Par contre, on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont diminué en nombre dans beaucoup de milieux. Donc, même si les espèces sont migratrices, il y a des espèces qu'on voit beaucoup moins souvent qu'avant. Un exemple d'espèces qui sont assez abondantes, ce sont les parulines. Il y a à peu près 125 espèces de parulines dans le monde, la plupart dans les régions tropicales, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Au Québec, on en a plus ou moins 25 à 30 espèces qui sont migratrices vers le nord. Il n'y en a aucune qui passe l'hiver ici en général. Elles viennent ici exploiter la nourriture, tout simplement parce qu'elle est disponible en abondance l'été, mais comme les insectes deviennent indisponibles pendant l'hiver, ils repartent vers le sud pour aller continuer à s'alimenter. Certaines changent même d'alimentation vers manger des fruits à l'occasion. Il y a aussi des espèces qui sont plus nordiques qu'ici et qui vont nicher dans le Grand Nord, puis qui vont à l'occasion redescendre vers le sud. Ou encore, il y a des espèces qui sont plus résistantes aux conditions climatiques, qui fait qu'ils vont revenir beaucoup plus rapidement et repartir beaucoup plus tard. Comme hier, j'entendais un martin pêcheur. Lui, tant que l'eau n'est pas gelée, il peut ramasser des poissons dans l'eau. Et ce qui fait qu'au mois de mars, on peut l'avoir déjà dans nos territoires, alors qu'il va repartir quand même assez tard, parce qu'il y a encore de la nourriture disponible. Alors que les insectes sont plus disponibles à partir de assez tôt, je dirais en septembre pour la plupart des espèces. Donc, les espèces vont migrer vers le sud. Les parulines, par exemple, des pins, croupillons jaunes, poitrines rousses, etc., ce sont des espèces qui vont toutes partir vers le sud. Mais ces trois espèces-là en particulier ne vont pas très, très loin dans le sud des États-Unis. Par exemple, ils vont aller seulement qu'à la moitié du centre-est des États-Unis parce qu'ils ont assez de nourriture dans ces régions-là. Et ils vont donc revenir beaucoup plus tôt que les autres espèces. On peut même voir à l'occasion des parulines des pins, parulines de croupillons jaunes, qui vont passer l'hiver jusque des fois en janvier, par exemple, ici. Puis ensuite, il faut définir aussi qu'est-ce que c'est qu'un migrateur. Il y a des espèces qui sont migratrices, mais il y en a plusieurs autres qui ne le sont pas. Et par exemple, il y a une quarantaine ou un peu plus d'espèces qui sont ce qu'on appelle sédentaires. Elles vont rester, pour ici au moins, toute l'année dans le même secteur. La paruline, la citelle à poitrine blanche, c'est un exemple, entre autres. La chouette rayée, c'est un autre exemple. Le grand-duc, les mésanges de tête noire. Mais il y a des espèces aussi qu'on appelle résidents. On va les voir potentiellement toute l'année ici, mais ce ne sont pas nécessairement les mêmes individus qui passent toute l'année ici. Par exemple, les gibeleux d'ici s'en vont vers le sud. Les gibeleux un peu plus au nord descendent vers ici. Souvent, vont passer l'hiver ici, mais pas nécessairement non plus. Alors que les migrateurs, comme tels, ce sont ce qu'on appelle des oiseaux qui sont nicheurs, mais pas nécessairement nicheurs tous ici au même endroit dans le sud du Québec, par exemple. Les nicheurs, ils vont passer l'hiver dans le sud, puis ils vont revenir ici pour la migration. Mais il y a beaucoup d'espèces là-dedans. Il y a une grosse partie des oiseaux qu'on a au Québec, ce sont des migrateurs nicheurs. Mais il y a aussi des migrateurs qui sont de passage seulement. Les limicoles en particulier, le bruin à couronne blanche. Le bruin à couronne blanche, c'est particulier parce qu'il y a deux pics de migration, un à l'automne et un au printemps, qui sont très, très, très distinctifs. Puis, il s'en va simplement plus au nord, dans le nord du Québec, disons, pour nicher. Évidemment, si on s'en va dans le nord du Québec où il niche, ça devient un migrateur nicheur.
Mais pour le sud du Québec, c'est un migrateur de passage parce qu'il ne niche pas dans le sud du Québec. On peut l'entendre, on peut le voir passer tous les ans, aller-retour, en plus ou moins grande quantité. Il y a aussi des oiseaux qu'on appelle des hivernants. Ils nichent très au nord, puis ils hivernent dans le sud du Québec. Et finalement, il y a aussi des oiseaux qu'on appelle des visiteurs. Ils sont de passage ou exotiques. Parmi les espèces qui sont sédentaires, par exemple, la citelle à poitrine rouge, c'est peut-être l'exemple le plus typique avec la mésange de tête noire. Et quand on fait des recensements d'oiseaux à Noël, qui se fait dans toute l'Amérique du Nord depuis 1900, bien, on peut voir facilement là, une vingtaine, une quarantaine d'espèces qui sont sédentaires, avec beaucoup d'autres oiseaux qui sont résidents ou de passage à l'occasion. Parmi les résidents, il y a une espèce qui est particulière, qui est le grimpero brun. Il y a quand même une grosse partie des individus qui vont aller dans le sud pour la migration quand même, mais il y a assez régulièrement des oiseaux qu'on va voir ici. Comme évidemment, ils ne chantent pas, d'ailleurs, ils ne chantent même pas très fort, puis c'est pas tout le monde qui reconnaît son chant. Mais le grimpero brun peut aussi être vu un peu tout l'hiver, hein. Même le croitelet à couronne dorée, c'est la même chose. C'est un oiseau qui est très, très, très petit. On se dit avec le gel, il ne devrait pas pouvoir survivre, puis pourtant, on en voit à l'occasion ici. Parmi les migrateurs nicheurs qui sont assez intéressants, il y a évidemment le plongeon huard, que tout le monde connaît par son chant sur tous les lacs du Québec à peu près. Et il ne fait pas des gros rassemblements, 5, 10, 15 individus, c'est pas tellement plus gros que ça comme abondance de rassemblement, mais on peut en voir à l'occasion. Et à l'occasion, comme même encore cette semaine, je l'entendais, sur un grand lac, en tout cas, il va chanter de très loin, on va l'entendre. Toutes les espèces de parulines qui se déplacent vers le sud, bien évidemment, il y a différentes sortes de répartition. Chaque espèce a son aire de répartition en édification. Et il y a des espèces justement qui se tiennent uniquement dans le sud du Québec, alors que d'autres vont aller assez au nord dans le Québec, ou encore d'autres qui vont être plutôt au nord qu'au sud. Mais il y a quelques espèces qui ont des répartitions plutôt particulières, comme par exemple la paruline des pins. La paruline des pins, elle est présente dans le nord-est américain et dans le sud du Québec, mais il y a aussi une aire séparée qui est complètement dans le sud des États-Unis. Pourquoi? Parce que dans le sud américain, il y a beaucoup de pins. Alors donc, c'est un oiseau qui habite les pins, et on va le trouver donc, cet oiseau-là, dans ces habitats-là. La paruline à collier fait un petit peu la même chose, on la trouve dans le sud du Québec, puis aussi plus au nord, mais une aire particulière qui est séparée et aussi vers le sud des États-Unis pour à peu près la même raison. Les migrateurs de passage, avec les études qu'on a faites sur les programmes qu'on appelle l'étude des populations d'oiseaux du Québec, c'est que tous les observateurs d'oiseaux ont ramassé des feuillets d'observation et ont transmis ça à un club d'ornithologie qui a conservé ça. Éventuellement, en 1975, avec mon ami Jacques Larrivée, ça a été remis, tout ça, ça a été transféré sur ordinateur, puis maintenant, avec ces données-là, on peut étudier les pics de migration, puis avec le burin couronne blanche, on le voit très bien, le burin fauve, c'est la même chose. Il y a 2 pics de migration, un au printemps, puis un à l'automne, ça ne dure pas longtemps, et l'oiseau, évidemment, disparaît ensuite. Alors que le durbec des sapins, avec ces mêmes graphiques-là, on voit très bien que l'oiseau est hivernant, c'est-à-dire qu'il y a des oiseaux qui sont présents de janvier à mars, puis ensuite de octobre à décembre. Mais encore là, ce sont des graphiques sur plusieurs années, et l'oiseau n'est pas nécessairement présent tous les ans dans le sud du Québec. S'il y a assez de nourriture dans le nord, il ne partira pas. Il y a des cônes en masse, il n'y a pas besoin de partir. Mais s'il y a moins de nourriture, il va descendre au moins dans le sud du Québec, et on va le voir. Et les graphiques illustrent assez bien ce passage-là d'hivernage dans le sud du Québec. L'Arfan des neiges, c'est la même chose. Il y a un patron de migration tout à fait équivalent. Il habite dans le Grand Nord du Québec. Par contre, il ne descend pas tous les ans non plus, parce que s'il n'y a pas assez de nourriture, ben, il va descendre. Mais s'il y a assez de nourriture, des petits rongeurs, il va rester dans le Grand Nord ou assez au nord. Donc, on ne le verra pas ici non plus. Il y a finalement aussi des espèces qu'on appelle de passage, c'est-à-dire des oiseaux qui n'ont pas d'affaires ici normalement. C'est-à-dire des oiseaux qui sont plus au nord, plus au sud, plus à l'est, plus à l'ouest, puis que de temps en temps, ils vont passer par ici. Soit ils ont été transportés par des passages météo particuliers, des grands vents, ils se sont égarés pour quelque raison que ce soit. Pas nécessairement migration non plus seulement. Le goéland arctique, c'est un exemple comme ça. Il niche beaucoup plus au nord dans le Québec, et c'est rare qu'on le voit dans le sud du Québec. À ce moment-là, c'est un visiteur. Il vient simplement de temps en temps, il n'y a pas d'affaires là, puis on le voit à l'occasion quand même. Il y a aussi des oiseaux qu'on appelle des égarés. Ils font des migrations particulières, c'est-à-dire qu'ils habitent même des fois dans les régions tropicales, ou encore dans l'extrême ouest canadien, ou encore même dans l'Europe à l'occasion, ou dans le Grand Nord, puis ils vont descendre vers le sud. Ils vont arriver au Québec éventuellement par hasard, puis on va pouvoir les observer. Comme il y a beaucoup d'observateurs, beaucoup plus qu'avant quand j'étais jeune,
bien, il y a beaucoup plus d'observateurs qui observent justement des oiseaux qui sont inusités. Ce qui fait que maintenant, au lieu de parler des 300 à 350 espèces d'oiseaux qui nichent régulièrement au Québec, bien, il y a des observateurs qui ont réussi à observer jusqu'à plus que 400 espèces d'oiseaux au Québec. Alors ça situe en général nos migrateurs et pour continuer, bien, on va aller à la prochaine rencontre, puis à ce moment-là, on va parler des raisons pour lesquelles l'oiseau part, quelle route ils vont emprunter, comment les oiseaux se préparent à la migration, même comment ils s'orientent. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. Alors, là-dessus, donc, à la prochaine fois, encore sur la migration, on va continuer à parler d'autres choses intéressantes. Bonjour.